La conquête de la Terre. Première partie. La saison des torpilles. Chapitre 1er. La Grande Guerre, qui jeta les unes contre les autres. Vers le début du XXe siècle, la plupart des nations civilisées avaient bien été la dernière. Une invention, déjà prévue depuis un certain temps, jointe à l'initiative de quelques hardis penseurs et hommes d'action, accomplir ce que n'avait pu faire le spectacle de la mort et des dévastations vaines, les déclamations des pacifistes et les raisonnements des économistes. Les instincts sauvages qui, depuis le Caïn légendaire, marquaient l'humanité comme un stigmate de son origine animale, et ne cessaient, par leurs explosions périodiques, d'entraver le développement de l'intelligence, la contraignant à organiser la tuerie au lieu de se livrer à la conquête pacifique de la planète. Les instincts féroces furent définitivement jugulés et réduits à l'impuissance. Le problème de la guerre fut résolu pour ainsi dire en deux étapes. Tout d'abord celle qu'on pourrait nommer le désarmement universel, resté utopique tant que l'on prétendit le faire sortir des bonnes volontés mutuelles. L'attaque brusquée des Japonais alliés aux Chinois, qu'ils militarisaient depuis 20 ans, ce fameux péril jaune dont se moquèrent jusqu'au dernier moment les incrédules européens, faillit, en 1932, submerger l'Occident, à peine remis de ses luttes antérieures. Mais la découverte, perfectionnée dans le secret le plus absolu par un comité d'hommes unissant au génie scientifique les plus nobles desseins sur l'avenir de l'humanité, sut à la fois empêcher l'invasion, et porter au militarisme le premier coup mortel. Commandés à distance par ondes télémécaniques, des centaines de déflagrateurs, silencieux hélicoptères servant de relais, survolèrent nuitamment les hordes jaunes, les baignant de radiations électromagnétiques et à haute tension. Sous cette influence, de fortes étincelles jaillissaient en tous sens des corps métalliques. Les cartouches partaient spontanément dans les gibernes, ceinturant de feux mortels les soldats en marche, et les obus explosaient à plein caisson, comme les dépôts de munitions, les arsenaux, les poudreries. En quelques heures, telle l'armée de Sennacherib fauchée par le glaive flamboyant de l'archange, Céleste et Nippon jonchèrent par millions d'anses les plaines de la Sibérie, et l'Europe fut sauvée, sans qu'on eût à déplorer d'autres pertes, que celles des avant-gardes allemandes arrivées déjà à proximité de l'envahisseur, et dont les munitions subirent indistinctement les effets des ondes déflagratrices. Enhardi par ce succès, et les possibilités uniques qu'il présentait, le gouvernement de la France, ou plutôt le CSP, Comité Science et Progrès, dont les membres tenaient sous leur coupe les politiciens effarés, fidèles aux immortels principes de 89, reprit aussitôt la vieille idée du désarmement général, et, au nom de la paix définitive, proposa urbi et orbi la création immédiate des États-Unis d'Europe, sous la présidence nominale de SAS, le prince de Monaco. L'ultimatum, soutenu par la menace tacite des télédéflagrateurs, fut accepté d'emblée. Toutes les munitions de chaque pays furent transportées loin des habitations, les abords des dépôts évacués, et aujourd'hui, les rotatifs fétales circulaires, silencieux et sous la seule commande des antennes directrices, suivant tous les méridiens et les parallèles de l'Europe, qui retentit plusieurs heures durant de milliards d'explosions de tout calibre. Les États-Unis d'Europe étaient fondés sans retour, et peu à peu les ex-nations apprirent à se considérer comme les membres de la même fraternité humaine, n'ayant pas plus d'intérêt à lutter entre eux que n'en ont les gens des Bouches-du-Rhône contre ceux du Pas-de-Calais, ou les Londoniens contre les Édimbourgeois. Il est vrai qu'au début l'instinct belliqueux tenta des retours offensifs. Atténué par la suppression des armes à feu, sur le pouvoir desquelles il s'appuyait, comme un milliardaire sur la vertu de ses banknotes, il n'en demeurait pas moins ancré au plus profond de l'être humain. Sous de quelconques prétextes de rivalité, des échauffourées sporadiques eurent lieu, et comme les patrouilles de rotatifs déflagrateurs circulaient de temps à autre, prohibant l'usage des canons, fusils ou revolvers, ce fut à coups de pique, de lance, de faux, à l'aide d'arcs et de flèches, comme au temps primitif, que l'on s'entr'égorgea. Mais le CSP eut au fait de comprimer ses velléités, et par la même occasion de réduire le fléau de la guerre à l'impuissance définitive. Sitôt la nouvelle de ces émeutes parvenue au gouvernement central, l'aérodrome de la Turbie envoyait un rotatif qui descendait du ciel au-dessus des combattants, et s'arrêtait en plein hélicoptère à quelques mètres du sol. Au bord de la carlingue se penchait un Sénégalais, sans autre arme apparente qu'une sorte de bâton blanc analogue à celui de la police des voitures, mais terminé par un petit réflecteur parabolique. Après 3 sommations sans résultat, il pointait sur les plus acharnés sa baguette mystérieuse, d'où jaillissait un long jet fusant, et avec une éblouissante déflagration, ceux qui l'atteignaient tombaient sur place, foudroyés, puis même, volatilisés sans le moindre résidu, parfaitement annihilés. Nulle résistance n'était possible, qu'on les eût ou non hypnotisés, comme certains le prétendaient,
Les gendarmes nègres étaient dévoués à leur mettre tout, comme jadis les fameux Hachichins aux vieux de la montagne, et plutôt que de livrer le secret de leur foudroyant, ils le faisaient exploser, avec leur personne et celle des assistants, grâce à un dispositif particulier. D'ailleurs, la soumission imposée par cette sorte de dictature scientifique, n'avait rien de trop pénible. Le CSP, transformé bientôt en directoire terrestre, siégeant à Paris, par l'adhésion forcée de tous les pays aux États-Unis du globe, entendait n'utiliser sa police que dans le but de faire régner l'ordre et la paix nécessaires au développement intégral de l'humanité. Et les terribles foudroyants, eux-mêmes n'étaient que la première application d'un principe nouveau, dont la généralisation permettrait bientôt de supprimer la houille, le mazout et autres combustibles, et d'économiser l'énorme effort humain employé à leur extraction. En effet, le moyen n'était découvert de dégager à volonté en quelques secondes, toute la formidable énergie intra-atomique incluse au sein du radium, et l'on comptait pouvoir appliquer le même activateur à d'autres métaux moins rares, ce qui permettrait d'industrialiser le procédé. Mais en attendant que cette source illimitée d'énergie vint faire disparaître à son tour le problème social, l'acuité de celui-ci avait beaucoup diminué. Après quelques tâtonnements politiques, ou plutôt économiques, la paix stable et définitive porta ses fruits, et l'humanité entière, ainsi protégée contre ses instincts de violence, connut un bien-être et une prospérité incomparables, à tel point que les derniers survivants de la période qui précéda la Grande Guerre de 1914-18, toujours prêts à vanter ces jours lointains, comme une sorte de paradis perdu, finirent par admettre la supériorité de l'ère contemporaine. Les perfectionnements du machinisme, la limitation de la natalité, enfin admises comme une conséquence naturelle de la civilisation arrivée à son apogée, avaient réduit à 3 heures la durée du travail journalier, et concédé aux hommes de nouveaux loisirs. De nombreuses fêtes publiques canalisaient le besoin de divertissement extérieur de la masse, tandis que ses aspirations morales se satisfaisaient dans la pratique obligatoire des diverses religions officielles, qui comprenaient aussi, en Europe, la théosophie et le bouddhisme. Une élite, qui remplaçait les anciennes classes dirigeantes, s'adonnait aux nobles joies de la curiosité scientifique, et suivait avec passion les recherches organisées par le directoire terrestre. Celui-ci, posant en axiome que la poursuite de la vérité, est pour l'espèce humaine un devoir essentiel, consacrait toutes les ressources disponibles du budget mondial à des travaux de science pure et désintéressés. Jadis à la remorque de l'utilité pratique, et disposant de ressources dérisoires, lorsqu'elle ne laissait pas mourir de faim ses adeptes, considérés comme d'inoffensifs maniaques, la science spéculative triomphait. Et le progrès, ainsi dirigé vers des horizons de plus en plus haut, reprit sa marche toujours accélérée. Des laboratoires gigantesques, des instruments que leur coût excessif avait jusque-là empêché de construire, furent livrés à des chercheurs ivres d'une joie sublime, pour explorer les secrets de la nature. L'astronomie surtout bénéficia de ces largesses inouïes, et de nouveaux appareils d'optique, laissant bien loin derrière eux les télescopes et lunettes du jadis à la munificence privée des Lick ou des Carnegie, scrutèrent les profondeurs sidérales. On reprit le problème de la pluralité des mondes habités, ce problème qui avait eu jadis ses martyrs, tels Giordano Bruno, mort sur le bûcher pour avoir proclamé que la Terre n'est pas le seul globe de la création où vivent des êtres pensants, ce problème qui avait fait couler tant d'encre alors qu'on n'avait aucun moyen pratique de le résoudre. L'idée, hardiment émise dès le XIXe siècle, d'envoyer des signaux de feu à nos frères de l'espace, fut enfin réalisée, et chaque nuit, sur l'étendue du Sahara, d'immenses tracés géométriques sollicitaient l'attention des observateurs extraterrestres. Et en même temps, des ondes formidablement puissantes de TSF, empruntées aux alternateurs équatoriaux, attaquaient sans répit les planètes voisines, Mars et Vénus. Le résultat de ces efforts sublimes pour nouer la fraternité interplanétaire ne se fit pas attendre. Mais le premier succès, obtenu dès le début de 1975, stupéfia tout le monde cultivé. On osait croire à cette nouvelle paradoxale, la réponse provenait de Jupiter. Jupiter, éclatant joyau des nuits terrestres, Jupiter, le géant du système solaire, 11 fois supérieur en diamètre à notre modeste globe, Jupiter trônant, escorté de ses 9 satellites, sur son orbite majestueuse, 5 fois plus loin du Soleil que la Terre, Jupiter, enfin, que la science officielle avait jusqu'alors estimé inhabitable, à cause de sa masse énorme qui avait dû le préserver plus longtemps du refroidissement, et conserver dans ses flancs la température d'un Soleil à peine éteint. Mais le fait était là, bientôt confirmé, indéniable, dans l'ombre ronde et noire que le plus gros des satellites joviens, Ganymède,
projetait sur la planète mère en passant devant elle, des lueurs énigmatiques et mobiles remarquées déjà depuis longtemps venaient de décomposer, sous les grossissements des plus forts télescopes, Mont Blanc et Gorizoncar, en traits lumineux distincts, qui reproduisaient au fur et à mesure les géométries signalétiques du Sahara terrestre. Plus de doute, c'en était fait de la solitude dans laquelle flottaient les blocs matériels et indifférents de l'ancienne astronomie. Des êtres intelligents vivaient là-haut, parmi les abîmes de ces cieux, dont les investigations hardies de la science avaient reculé peu à peu les bornes. Le vertige de cet espace infini, qui avait remplacé les naïfs firmaments des anciens, en cristal clouté d'or, n'épouvanterait plus les imaginations de son vide démesuré. Fini pour l'humanité de se sentir perdue au sein des gouffres insondables, spectatrice unique et isolée du mystère incompréhensible de l'univers, grelottant de solitude sur son infime globe. La vie et l'intelligence n'étaient plus une exception réservée à une seule planète, entre les plus minimes du système solaire. Des esprits analogues au nôtre peuplaient à tout le moins le géant Jupiter. Une onde d'enthousiasme sacré parcourut tous les cerveaux pensants de la Terre. Des cérémonies publiques furent organisées, et dans les temples de tous les cultes on rendit grâce, de ce que d'autres hommes existaient, louant sans nul doute la gloire d'un Créateur, et susceptible, grâce à ces communications nouvelles, d'être amené à la connaissance du vrai Dieu, s'il ne la possédait déjà. Non seulement l'élite scientifique, mais la masse d'ordinaire inattentive au progrès de la connaissance pure, suivirent avec passion le développement de l'expérience. Une curiosité fiévreuse tint les esprits en suspens, au cours des longs mois qui se passèrent, avant que fût établi un langage conventionnel satisfaisant, et qu'un échange d'idées pût avoir lieu de façon suivie entre les deux planètes. Ou plutôt entre la planète Terre, et le satellite jovien Ganymède, d'où partaient les signaux dessinés sur la mer de nuages de la planète Jupiter, dans l'ombre du satellite. La tâche était ardue et compliquée, certes, mais Champollion a bien déchiffré les hiéroglyphes d'un peuple disparu depuis 2000 ans, et dans le cas actuel les cerveaux les plus lucides et ingénieux de deux planètes bien vivantes, consacraient toutes leurs énergies à la solution du problème. Au bout de 10 mois, la conversation s'établit, intelligible, et les révélations arrivèrent de l'outre-espace, auxquelles on renvoyait en échange, pour la première fois depuis l'origine de l'homme, les nouvelles de la Terre. Les journaux reproduisaient chaque matin le communiqué de Jupiter, et les cinémas filmaient les tableaux de la vie jovienne, que les télescopes avaient captés d'abord sur l'écran noir de l'ombre ganymédienne. Mais les ouvrages spéciaux publiés sur la matière sont trop nombreux et répandus pour que j'aie besoin d'insister. L'impression la plus forte peut-être fut créée par la nouvelle que l'humanité de Jupiter présente avec l'humanité de la Terre des affinités aussi proches, même au point de vue de la constitution physique. Des savants et idées préconçues s'étonnèrent, mais l'explication fut bientôt donnée par les Joviens eux-mêmes, dont la sagesse s'avéra dès l'abord très supérieure à la nôtre. La parenté des planètes, toutes également issues du Soleil primitif, ou plutôt de la nébuleuse originaire, implique l'analogie d'évolution à leur surface des germes vitaux, ou cosmozoaires, identiques, apportés incessamment sur chaque astre par les milliers d'aérolites, qui sillonnent l'espace en tous sens. Germes ne se développant pour faire souche de toute la série des végétaux et des animaux que dans des circonstances étroitement déterminées, et en particulier sous l'influence de certains rayons projetés jadis par le Soleil et aujourd'hui absents de sa lumière appauvrie. Toutefois, sur Jupiter, la race intelligente, apparue plus tôt que sur Terre, possède d'outre une science très étendue et une parfaite domination des facultés morales sur les instincts animaux, grâce, prétendaient les Joviens, à la nature spéciale de la longévité individuelle, qui au cours d'années équivalent presque chacune à 12 années terrestres, est composée de 10 455 jours de 10 heures, leur permet d'acquérir très tôt l'expérience et la pondération qui sont chez nous le vain apanage de la décrépite vieillesse. Depuis des millénaires, la guerre a disparu de la sage planète, dont les habitants vivent dans la modeste satisfaction de leurs besoins, pour les joies de l'étude et de la contemplation. Leur industrie pratique semble assez peu développée, mais ils l'ont poussée à un point de perfection merveilleux, la connaissance pure et certaines applications, entre autres du domaine optique, car l'astronomie est considérée chez eux comme la science la plus haute. Il est vrai que l'atmosphère de la planète, chargée fréquemment de nuages opaques, se trouve des moins propices aux observations de leur science préférée, et peut-être même fut-ce cette difficulté initiale, qui les fit s'acharner à sa poursuite. Une bonne partie des habitants sédentaires de certaines zones équatoriales n'avaient jamais vu, alors, le disque du Soleil et à plus forte raison ignoraient le spectacle merveilleux de l'infini stellaire. Mais depuis longtemps les Joviens
ont appris à communiquer avec leurs satellites. Les 5 petits déserts servent de lieu de relégation pour les rares dégénérés. Avec les habitants des 4 gros, une alliance pacifique et fraternelle s'est établie, et l'on a transporté les observatoires sur l'un d'eux, Ganymède. Minuscule en comparaison de l'immense planète, ce globe est bien suffisant pour contenir à l'est tous les astronomes joviens, puisqu'il surpasse en diamètre la planète Mercure, et des véhicules actionnés par accumulateurs solaires permettent encore aux simples amateurs de venir contempler les merveilles du ciel, dans l'atmosphère idéalement pure du satellite. La description de leur télescope, dont les joviens ne tentèrent de dissimuler aucun secret, occupa de nombreuses et laborieuses séances de transmission, mais, fidèle à sa règle de conduite, le directoire terrestre garda pour lui le meilleur de ses révélations. Le principe général en fut seul divulgué, et l'on apprit avec stupeur que les télescopes joviens, guère plus volumineux que les équatoriaux du Mont Blanc et du Gorizankar, permettaient néanmoins d'obtenir des grossissements illimités. En effet, les images, au lieu d'y être amplifiées uniquement par le système miroir oculaire, y subissaient en outre, au moyen de relais spéciaux, un développement analogue à celui que le microphone terrestre impose aux vibrations sonores. Si bien que non seulement les signaux lumineux du Sahara avaient été aperçus dès le premier instant, mais la vie des terriens était surveillée depuis des générations avec une sollicitude inquiète, d'aussi près qu'un biologiste peut suivre une colonie de microbes au foyer de l'ultramicroscope. Les signaux lumineux projetés de Ganymède sur l'écran de son ombre n'étaient donc pas faits au hasard, mais sollicitaient directement l'attention des terriens. Or, il semble que les membres de la famille planétaire baignent dans une sorte d'atmosphère spirituelle analogue à celle qui règne au sein des civilisations terrestres. Il semble que les manifestations de l'esprit suivaient la surface des filles du Soleil, une marche étroitement parallèle, et qu'en dehors des communications matérielles, il existe des idées interplanétaires, comme il y a ici des idées dans l'air grâce auxquelles une invention surgit, à l'heure de sa maturité fatale, dans une foule de cerveaux à la fois, et sur divers points du monde. Une première preuve de cette hypothèse venait de nous être donnée par cette simultanéité des efforts faits sur la Terre et Jupiter pour établir la communication idéale. Une éclatante conformation va bientôt nous convaincre de son exactitude. La minutieuse description des procédés joviens de télévision était à peine terminée que les antennes réceptrices de TSF interplanétaires, jusque-là muettes en dépit des appels quotidiens, entrèrent tout à coup en action. Des signaux nets et précis, traits et points de l'alphabet conventionnel Jean Morse institué d'un commun accord avec Jupiter, firent d'abord croire qu'il s'agissait du nouveau mode de communication, que la planète géante se proposait de mettre en jeu, à l'instigation de la Terre, pour doubler ses signaux optiques. Et le premier jour, la nouvelle, publiée sous cette forme, ne suscita qu'une médiocre curiosité. Mais au bout de quelques heures le doute ne fut plus permis, et la provenance des ondes, dûment relevée et vérifiée, l'échange optique de communication devenait en effet précaire, lors des conjonctions de Jupiter, c'est-à-dire quand les deux planètes Jupiter et Terre se trouvent sur leurs orbites, chacune d'un côté opposé du Soleil, tant à cause de la distance accrue dans la proportion de 6 à 4 relativement à l'époque des oppositions, Soleil, Terre et Jupiter alignés sur une même droite, qu'à cause de l'irradiation de l'astre central. La TSF fut donc montée par Jupiter, sur les plans que lui envoya la Terre, mais les appareils ne fonctionnèrent pas de façon correcte avant la deuxième semaine des torpillages martiens confirmés, le libellé des cosmogrammes. Il fallut se rendre à l'évidence, la planète Mars, à son tour, était entrée dans le circuit. Avec une sagacité merveilleuse, les Martiens, placés à souhait entre les deux planètes pour déchiffrer simultanément leur communication, avaient réussi à en surprendre la clé conventionnelle, et avec une maîtrise immédiate, sans tâtonnement, du premier coup, ils transposaient en TSF le langage lumineux. Sans nul doute, ils avaient perçu depuis leur origine, les signaux hertziens radiés par la Terre à travers l'espace, mais avaient omis d'y répondre, pour une cause ou pour une autre. Peut-être leurs appareils transmetteurs n'étaient-ils pas encore au point, peut-être. Mais à ces questions qui lui furent posées, Mars se garda bien de répondre. Dès les premiers messages, on comprit sur Terre qu'il ne s'agissait plus ici des nobles échanges de pensées, auxquels nous avait habitués la sage planète Jupiter. Des questions nettes et serrées, positives et techniques, se déroulaient sur la bande des appareils récepteurs, et publiées ensuite dans les communiqués, suscitaient les réflexions du public, partagé entre son admiration naïve d'une telle précision impérieuse, et son dégoût du caractère sec et aride des messages. Quelle était la population exacte de la Terre? Les agglomérations les plus peuplées,
De quelle force les appareils de levage les plus puissants? Où y avait-il des veines? Radium, parvint-on à saisir après de longues explications? Et encore, pêle-mêle, comme au hasard, explosifs? Moyens de destruction les plus puissants? Épaisseur exacte de la croûte terrestre? Composition de l'atmosphère? Sa teneur précise en argon, surtout? Climat? Température? Salure des mers, etc., etc. Bref, les questions d'une sottebadderie, semblait-il, qui rebutèrent bien vite le public, mais qui flattaient l'orgueil des savants terriens, trop heureux de montrer aux frères de l'espace à quel niveau s'était déjà élevée leur connaissance. Le directoire terrestre lui-même avait à cette occasion levé l'embargo concernant certaines formules secrètes. Quel danger y avait-il que ces Martiens, gravitant à 50 millions de kilomètres, en fissent jamais contre nous un usage nuisible, ou du moins capable de compromettre la marche en avant du progrès et de la civilisation? Ah, noble confiance de la terre, plus naïf qu'un parvenu comptant ses pièces d'or devant des voleurs, comme tu devais être bientôt cruellement déçu. Aujourd'hui que la catastrophe s'est produite, et que l'épouvantable expérience nous a révélé le véritable caractère des habitants de Mars, je songe avec une admiration respectueuse à l'intuition de nos aïeux lointains, ignorants, certes, en astronomie, mais situés à une proximité mystérieuse du cœur profond de la nature, où leur âme savait lire un langage que le développement ultérieur de la raison raisonnante nous a désappris d'employer. Mars, dont le nom fut toujours associé au carnage, depuis l'époque lointaine où nos premiers pères s'entretuaient sur les pans du Pamir glacé, à la conquête des plaines fertiles. Mars, dont la seule influence occulte semblait affoler les humains. Mars, symbole de la guerre et de la dévastation. Mars, dieu farouche et impitoyable, président à la discorde et à la mort violente, sacrait-elle par une prescience infaillible de la menace que la rouge planète faisait peser du haut des cieux sur la terre et la race des hommes. Et plus près de nous, à l'aube du XXe siècle, cet autre voyant, digne de figurer au rang des prophètes inspirés par l'esprit universel pour qui le futur et le passé se développent en un éternel présent, ce simple homme de lettres anglais, qui sut interpréter dans un écrit visionnaire des pressentiments analogues, mais précisés et concrétisés par l'approche peut-être de l'événement. Il avait vu, lui, à travers les brumes de l'avenir, la monstrueuse invasion à laquelle nous devions assister, moins d'un siècle plus tard, nous les derniers hommes terrestres. Mais son cerveau de romancier, déformant les horreurs de l'attentat, en avait, pour complaire à un public optimiste, adouci le farouche dénouement, et imbu des théories scientifiques à la mode de son temps, il avait attribué à ces Martiens, une anatomie fantastique de pieuvre. Ah, si nous avons pu, lors des premières communications martiennes, nous rappeler son livre, non comme une fantaisie imaginaire, mais comme un augure almané, Tessel, Faret, quel irréparable désastre nous aurait épargné, alors, un peu de méfiance et de prévoyance. Mais les dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre, et après avoir surpris au passage le secret de la télévision jovienne, Mars fut bénévolement documenté par la Terre sur les plus précieuses conquêtes de notre science, y inclut le principe des foudroyants à radium, que lui livrait l'impardonnable faute du directoire.